Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Écho. L'affaire a fait les gros titres à la fin de l'été, des données de santé confidentielles, numéros de sécurité sociale, examens biologiques, radio ont été divulgués suite à la cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Les pirates avaient fixé un ultimatum et demandé une rançon. En 2021, c'est l'hôpital de Dax qui s'était retrouvé incapable de fonctionner, privé de toute connexion suite à une attaque. Et on ne compte plus les collectivités, la ville de Caen au mois de septembre par exemple, ou les entreprises qui sont régulièrement touchées. Hier, c'est le groupe de magasins Métro qui a été victime. La cybermalveillance explose et nous ne sommes pas forcément très bien armés pour y faire face. Pour essayer de comprendre ce phénomène et les moyens de lutte pour l'enrayer, 3 invités avec nous ce matin, en plateau et à distance. D'abord, Ingrid Sollner, c'est vous qui êtes à distance. Vous êtes la directrice marketing de Tetris. Bonjour. Tetris, c'est une entreprise experte de la lutte contre les cybermenaces qui a son siège en Gironde et qui a été fondée par 2 anciens de la sécurité extérieure. Mathieu Azoir également est avec nous en plateau, conseiller régional en charge du numérique. Bonjour. Et Guy Flamand. Guy Flamand, vous êtes le directeur du campus régional de cybersécurité et de confiance numérique, le C3NA, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Et voilà, tout nouveau campus cybersécurité. Une première donnée pour commencer peut-être. Selon Bercy, il y a eu autant d'alertes sur les entreprises pour des tentatives de piratage au premier semestre 2022 que sur toute l'année 2020. C'est donc un phénomène qui prend de l'ampleur. Guy Flamand, peut-être pour commencer, vous nous confirmez effectivement que la cybermalveillance explose? Oui, alors c'est une hausse continue depuis plusieurs années déjà, une dizaine d'années de hausse continue avec une très forte accélération sur ces dernières années, pour une raison toute bête, c'est que le numérique fait partie maintenant de notre vie, tout est connecté, tous les systèmes d'information des entreprises représentent des richesses que les criminels essayent de s'accaparer. Ingrid Sollner, vous aussi, à Tetris, vous observez cette multiplication des cyberattaques? Oui, tout à fait. Effectivement, comme le disait Guy, on a une augmentation de la surface d'attaque des entreprises. En résumé, le passage au digital fait que toutes les machines deviennent connectées, dans les hôpitaux également, et cela accroît les opportunités pour l'attaquant de trouver des portes d'entrée dans les systèmes d'information des entreprises ou des administrations, et avec cela, l'augmentation des attaques que l'on voit malheureusement beaucoup dans les médias. On le voit effectivement aussi chez Tetris. Et quelles sont les principales menaces justement qui pèsent sur les entreprises, les services publics, les particuliers ? Nous, on les range dans 2 grosses catégories. 1, le cyberespionnage. 2, le cybersabotage. Je vais commencer par le cybersabotage parce que c'est ce qu'on voit le plus. La version la plus parlante pour le particulier et pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'attaque par ransomware, rançongiciel qui vous verrouille vos systèmes d'information et qui fait que vous êtes bloqué. Donc cybersabotage, votre activité est intégralement bloquée. Qui peut aller avec une action de cyberespionnage également, où l'attaquant, en plus de verrouiller vos systèmes, exfiltrera les données ou en revendra une partie, tout ou partie sur le darknet avec un double enjeu financier, la rançon et la revente des données. Alors là, il s'agit des attaques sur les entreprises, les collectivités, peut-être plus particulièrement. Pour les particuliers, il y a aussi beaucoup d'attaques, Guy Flamand. Oui, mais en fait, c'est toujours la même logique. Le but du jeu est de s'accaparer la richesse numérique, donc en fait vos données. Et tout commence de la même façon, que ce soit de l'espionnage, du sabotage, de la demande de rançon. Tout commence par un accès à la donnée. C'est un peu comme si on forçait votre serrure de votre maison ou de votre entreprise, et à partir de là, soit on fait un double des clés qu'on va revendre à d'autres criminels, soit on change la serrure pour vous revendre la clé qui vous permettra d'accéder. Mais en fait, c'est toujours la même logique. Après, les moyens de défense, eux, sont différents selon ce dont on cherche à se protéger. Alors, pour les particuliers, il y a quelque chose qui est de plus en plus important, c'est l'hameçonnage. On avait l'impression, à une époque, c'était un peu artisanal, mais là, c'est devenu très pointu. Alors, on a en face de nous une industrie. Voilà, une industrie criminelle, mais c'est une industrie qui est très très riche,
qui se structurent du fait de cette richesse. Ce sont des mafias très structurées avec des services clients, presque des services marketing, des services de recherche et de développement. Et ces outils qui sont développés, grâce au numérique, en fait, sont utilisés contre toutes les cibles potentielles, du particulier au très grand groupe. Et plus on monte dans la gamme des entreprises, plus on monte dans leur taille, plus elles ont pris conscience du risque, plus elles se protègent, plus on passe d'un risque technique, technologique, à un risque humain. Puisque quand les systèmes de défense sont très très bons, la seule porte d'entrée, ça reste l'humain. Et l'humain, c'est un particulier, c'est vous, c'est moi, qui doit vraiment faire attention à son trousseau de clés et à ne pas le confier à n'importe qui. D'accord. Alors, est-ce qu'on est bien armé en France pour y faire face ? C'est la question qu'on se posait en début. Mathieu Arazoir, j'imagine que c'est la réflexion qui a précédé la création du cybercampus au niveau de la région ? Effectivement, on le voit avec vos propos de ces dernières secondes, la cybercriminalité, c'est un vrai fléau. Et pour les entreprises, certaines peuvent se retrouver totalement mises à bas en quelques secondes et en quelques minutes. Et donc, pour un conseil régional qui œuvre dans le champ du développement économique, ce point maintenant est crucial. Dans la feuille de route que m'a confiée Alain Rousset, le président du conseil régional, dans ma délégation autour des enjeux numériques, la cybercriminalité ou la lutte contre la cybercriminalité, la cyberconfiance est sur le haut de la pile dans les priorités. Pour le conseil régional, c'est aussi le cheminement de réflexion depuis quelques années. Dès 2017, et Guy Flamand s'en souvient bien puisqu'il était le délégué régional de l'ANSSI, on ne l'a pas encore cité, mais c'est l'agence nationale qui œuvre, et il faisait partie de ce premier tour de table. En 2019, il y a eu des assises régionales de la cybersécurité où, je le répète souvent, c'est à ce moment-là qu'Alain Rousset avait annoncé le lancement d'un futur campus régional cybersécurité, une feuille de route que nous avons adopté en 2020. Et là, on vient, je dirais, puisqu'on a lancé officiellement la semaine dernière ce campus, concrétiser tout ce que nous avions pensé, imaginé, parce que c'est aussi notre rôle en tant que conseil régional de mieux anticiper pour à la fin mieux pouvoir défendre les chefs d'entreprise. Alors, Guy Flamand, vous êtes le directeur de ce cybercampus, on vient de le dire. Quelle est votre mission ? Alors, la mission est très simple. C'est augmenter significativement le niveau de sécurité des organisations publiques ou privées de la région. Alors dit comme ça a l'air simple et facile, mais c'est 600 000 entreprises, presque 5 000 collectivités. Donc en fait, c'est très très ambitieux. En revanche, toute la filière se mobilise. La filière cybersécurité en Nouvelle-Aquitaine, c'est une centaine d'entreprises, 120, 150, parce qu'il y a des jeunes pousses de plus en plus. Et toutes se mobilisent au sein du campus pour produire des ressources et des contenus qui vont permettre de mieux appréhender le risque, de mieux appréhender les solutions aussi. Parce qu'on a souvent un discours un peu anxiogène, on le voit d'ailleurs dans les médias, et c'est très bien, il faut en parler. Et j'engage d'ailleurs tous ceux qui ont été victimes d'attaques à en parler, parce que ça arrive, mais il faut aussi passer à la réponse. Il faut aussi apporter l'information, apporter les solutions au plus près des entreprises et des organisations, parce que les solutions, elles existent. Très bien. Vous avez des solutions, Ingrid Sollner, puisque Tetris est aujourd'hui un acteur majeur de la cybersécurité. Vous avez près de 300 salariés et vous venez de réaliser une très belle levée de fonds, 44 millions d'euros. Quels sont vos objectifs ? On imagine que vous allez continuer à vous développer. Exactement. On développe des solutions logicielles qui permettent de détecter et de bloquer les cyberattaques sur les systèmes des entreprises et des administrations. C'est notre produit. Notre produit est en production chez nos clients, pour certains d'entre eux, depuis 2013, donc déjà depuis un paquet d'années, avec de belles références et de véritables preuves d'efficacité. Maintenant, on est effectivement près de 300. On vient de lever une belle levée de 44 millions d'euros qui va nous permettre d'accélérer notre croissance. On a commencé cette année déjà, on a ouvert des bureaux en Allemagne, en Espagne et tout récemment au Japon et à Singapour, de façon à accompagner nos clients à travers le monde avec un support éditeur, donc finalement un accompagnement technique de nos clients 24/7, tout le long de la journée et tout le long de la semaine, avec ces bureaux au Canada et en Asie. Donc ça, c'est tout ce qu'on a commencé, et maintenant l'enjeu, c'est d'accélérer
C'est à ça que va servir la levée de fonds. Accélérer pourquoi ? Pour faire un champion européen de la cybersécurité, bien sûr, pour créer des emplois dans la région d'ailleurs, et continuer à sécuriser les entreprises et les administrations dont parlait auparavant Guy notamment. Vous parlez d'emploi, l'enjeu principal, c'est la formation. Ce sera une des missions du campus cyber. Absolument, sur 3 volets. D'abord, je pense que c'est absolument essentiel, au-delà de ce dont on peut parler aujourd'hui, de ce qu'on voit dans les journaux, de ce qui est diffusé comme information, de créer un socle de compétences transverses pour tout le monde, pour justement que les chefs d'entreprise soient capables et les élus soient capables de s'approprier le risque et de comprendre qu'il y a des solutions et qu'on peut y faire face. C'est vraiment un socle, un peu comme le brevet de sécurité routière qu'on passe au collège et au lycée. L'idée, c'est d'avoir vraiment un socle commun partagé par tous. Le deuxième enjeu, c'est d'augmenter les compétences en cybersécurité des entreprises de services numériques. Qu'elles soient capables d'accompagner leurs clients, qu'elles soient capables de prendre en compte le risque cyber dans le développement des produits et des services numériques pour rendre toute cette offre beaucoup plus sûre. Voilà, il y a encore trop de vulnérabilité dans les produits numériques. Il y a un projet de règlement européen qui va resserrer très fortement les contraintes sur le développement de produits et services et, in fine, augmenter le niveau de sécurité. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et le troisième, le troisième enjeu, c'est la formation initiale. On a besoin de compétences pour alimenter la filière. On a en permanence, rien que sur la région Nouvelle-Aquitaine, 300 ou 400 postes ouverts pour des experts ou des spécialistes en cybersécurité qui ne sont pas pourvus. Et ça, voilà, il faut trouver les moyens d'y répondre. Alors, le campus, avec l'aide de toute la filière, se positionne en tant que facilitateur pour ces formations. On crée des référentiels, donc on définit les objectifs à atteindre, et on crée aussi les contenus pour que les formations puissent se mettre en place plus rapidement et de manière beaucoup plus nombreuse et répartie sur le territoire. Donc, pas mal de travail à mener. Merci à tous les 3 pour votre participation et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel Hebdo Éco.